Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et vous dis bienvenue dans Médiatique, votre nouvelle émission dédiée au TIC, que vous retrouvez, vous le savez, chaque jeudi de 17h à 19h en direct sur Radio Alger Chain 3. Je suis Reda Menassel et en compagnie de mes chroniqueurs de talent, nous allons tenter pendant 2 heures de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Aujourd'hui, nous vous proposons une sympathique émission concoctée par notre chroniqueur, Hatem Hosseini, avec comme invité Monsieur Yazid Agadal du GAN, Monsieur Nabil Abdelrazak de Cosoft, Monsieur Hashmi Ben Ali de CM Consulting et enfin Monsieur Majid Hani de Technosoft. Tout ça et bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ça. Sur la 3 est faite pour vous. Chaque semaine, Reda Menassel et ses chroniqueurs vont faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, club étudiant, recherche scientifique et de nouvelles tendances. Médiatique, présenté par Reda Menassel et ses chroniqueurs, chaque jeudi, de 17h à 19h, en direct sur Radio Alger Chain 3. Effectivement, vous êtes en direct sur Radio Alger Chain 3. Merci beaucoup à ma réalisatrice Hassiba Djebloun d'avoir choisi du Dio et du Black Sabbath pour commencer cette nouvelle année 2022. Petit mot avant de commencer, Hatem Hosseini. Bonjour. Oui, bonjour, cher auditeur, bonjour. Alors, tu nous as concocté, Lyon, une émission de très très haute volée, mais avant de commencer, une petite dédicace, une petite pensée à notre chroniqueur, Lamine Zlag, qui s'envole vers d'autres cieux. Ça a été un plaisir pour moi de travailler avec lui pendant 4-5 ans maintenant. Ouais. C'est un gars qui était hyper impliqué dans le domaine associatif, qui a apporté énormément à l'émission. Évidemment, je lui souhaite bon vent et tout le bonheur du monde. Et c'est toute l'équipe qui lui souhaite bon courage et un grand succès dans ce qu'il va faire. C'est vrai qu'il nous laisse un vide ici à Mediatix. Mais on pense à lui, Lamine, donc pense à nous. Tu peux passer n'importe quand tu passeras et on est content pour toi. Lamine, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Tout à fait. Et je lui souhaite tout le bonheur et tout le succès qu'il mérite. Allez, trêve de sensiblerie, redevenons durs avec nos cœurs de pierre habituels, puisque nous allons aborder ce soir, Hatem, une thématique très très importante. Il s'agit de l'industrie du logiciel. Donc le développement logiciel et particulièrement chez nous. Comment il se porte, quelles sont ses perspectives, quelles sont aussi les contraintes auxquelles nos invités qui sont là, on les a choisis parce qu'ils font ça, c'est leur métier, c'est leur cœur de métier. Depuis très longtemps pour certains, on parlait de 82 tout à l'heure, mais ouais, voilà. Il y a quelqu'un avec nous ici qui a fait ça depuis 83 et il a le souffle parce que il m'explique que c'est très difficile et c'est aujourd'hui qu'on va découvrir tout ça avec nos chers invités. Alors, un petit tour de table rapide. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Yazid Agadal. Là, il est membre, entre autres choses, du GAN. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Ça va aller très bien. Alors, nous avons aussi Monsieur Nabil Abdelrazak de Cosoft. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ça te fera 5000 dinars, spécialement. Avec plaisir. Ça sera un dîner alors. Avec grand plaisir. Alors, Monsieur Hashmi Ben Ali de CM Consulting. Et enfin, Monsieur Majid Hani de Technosoft. Hatem, la balle est dans ton compte. Fadal. Voilà, je donne la parole à vous tous pour nous expliquer déjà c'est quoi l'industrie du logiciel. Vaste question. Voilà. Tu as commencé par la plus difficile. Pourquoi ce mot d'industrie justement et pourquoi est-ce qu'il est pertinent? Qui se dévoue pour y répondre? Alors je crois je vais commencer moi-même. Fadal Majid. Donc c'est Majid, je suis Technosoft, donc là on vient de le dire, on existe depuis 1983. Ouais. Ce n'est pas rien, 83 à 2022, ce n'est pas rien. L'industrie du développement, donc je dirais que c'est un terme un peu fort, industrie. C'est un terme un peu fort. Nous n'avons pas d'industrie. Mais je sais que Hatem l'a choisi à dessein pour justement susciter le débat. Absolument. Nous n'avons pas une industrie. Nous avons effectivement des prestataires de services, donc des cabinets, des bureaux, etc., qui font du développement et qui commencent à mourir peu à peu. Malheureusement pour différentes raisons. Qu'on va détailler évidemment. Absolument, qu'on verra, qu'on détaillera par la suite, etc.
Donc, d'abord, une entreprise, c'est quoi? Une entreprise, c'est une organisation. C'est une organisation, c'est un système d'information. Et malheureusement, dans l'entreprise, on pense, si vous voulez, en fin de compte, un système d'information, je vais le subdiviser en deux grosses parties. Il y a la partie informatique, c'est le matériel, les micros, les data centers, le réseau, les logiciels, etc. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qui vient en amont. C'est l'organisation, c'est les procédures, etc. Et voilà un petit peu le déphasage que nous retrouvons dans nos entreprises. Et nous, par le biais de notre développement de solutions informatiques, donc de logiciels de gestion, je précise de logiciels de gestion, donc on essaye un petit peu carrément de se mettre, de plugger carrément sur cette organisation qui parfois fait défaut. Et là, c'est là où on rencontre des difficultés. Entre ce que nous appelons communément, nous les informaticiens, l'expression de besoin, d'accord, et la réalité du terrain. Nabil, est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à cette industrie ou ce monde de développement? Alors, moi, je rejoins Sehani, c'est que, en fait, c'est une industrie. Par contre, malheureusement, en Algérie, c'est pas le cas. Par contre, ailleurs dans le monde, elle ressemble comme toutes les industries. Donc, on a un appareil de production, et nous avons des intrants, et nous avons un produit final. C'est ce qui définit une industrie. Nous, par exemple, dans notre industrie, c'est quoi l'appareil de production? C'est la ressource humaine. Aujourd'hui, cette industrie, elle est basée essentiellement sur la ressource humaine, contrairement à d'autres industries. Bien sûr. Qu'il y a des compétences. La compétence vient en deuxième facteur qui définit cette industrie, c'est qu'on a besoin de la compétence derrière. Pourquoi? Comme il a dit M. Hanni, c'est qu'on vient pour répondre à un besoin. On vient résoudre des problèmes. Ces problèmes, on a deux types de problèmes. Alors, il y a ou bien de ce qu'on appelle, nous, les process de gestion. Donc, on a tout ce qui est standard. Donc, ailleurs dans le monde, il y a ce qu'on appelle les normes et standards. Donc, on met en place une solution, un projet de gestion intégré. On est tous d'accord qu'il y a des normes à respecter et des standards. Malheureusement, en Algérie, on a un autre facteur qui est le marché, le terrain. Tant que notre marché n'est pas structuré, c'est que les entreprises aujourd'hui doivent s'adapter, doivent vivre, donc ils doivent respecter, doivent s'adapter à un marché. Notre marché, il est pas structuré, on n'a pas des normes et des standards qui sont introduits dans ce marché, donc automatiquement notre industrie va souffrir. Parce que cette industrie, elle est essentiellement, comme j'ai dit, alors on a la période de production qui est la ressource humaine, et on a ce qu'on appelle la définition de besoin en amont. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on peut pas répondre à ce client-là. Et sur ce côté-là, nous avons un grand problème aussi. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quels sont vous pouvez rajouter quelque chose? Moi, je rajoute, on parle d'industrie, mais jusqu'à là, on se focalise un petit peu sur le marché algérien. Mais si on parle d'industrie, c'est vraiment à l'échelle internationale. Si on parle des Oracle, des Microsoft, des Amazon, si on fait un peu le recensement des top 10 des sociétés qui ont des milliards de dollars de valeur, c'est des sociétés qui activent dans le IT et qui sont basées sur le logiciel. Ouais. Si je parle de Microsoft, à la fin, Microsoft, ils n'ont pas des machines. À la fin, c'est du software. Et c'est une société qui a un impact mondial. Oracle, la même chose. Amazon, la même chose. IBM, la même chose. IBM qui était dans le matériel et qui, à un moment donné, décidé stratégiquement d'aller vers le service développement logiciel, etc., et qui est le deuxième classé bien sûr. Maintenant, Amazon est une exception, par contre. C'est-à-dire, ils ont fait la démarche inverse. Bien sûr, mais là, si on rajoute à ça, avec surtout le Covid, la transformation digitale qui s'accélère, l'introduction de l'intelligence artificielle, du IoT, donc ce domaine, de plus en plus, il a plus de chiffre d'affaires, plus d'acteurs. Et même le métier en lui-même de logiciel, il change. Si on parle actuellement de l'intelligence artificielle avec le code, on parle du no-code. Ça veut dire développer des logiciels sans être forcément un informaticien. Donc, cette industrie, vraiment, c'est vrai que si en local, on est dans une autre dimension, mais il faut dire que ailleurs, notez la petite pointe d'humour discrète et l'art de la diplomatie des invités de Médiatique. Respect, messieurs. Voilà. On continue notre tour de table. En fait, parce que même pour un petit peu clôturer cette première question, moi dernièrement j'ai vu un post sur
sur l'Inde, Oui. qui est un très bon exemple, qui a pris une stratégie de mettre en place cette industrie. Depuis pas mal d'années déjà, depuis pas mal 15-20 ans. Voilà, et vous savez, il y avait quelqu'un qui m'avait raconté, c'était un Algérien, un chercheur, qui avait participé aux assises, dans le temps des assises, qui devaient définir les plans stratégiques de l'Inde. C'est du numérique. Il avait assisté parce qu'on était un pays ami, pays non aligné, etc. Donc on avait envoyé des gens qui ont participé. Il m'avait expliqué que dans le temps, tout se disait sur le silicone. Tout était sur le circuit intégré, comme ça se fait un petit peu en Asie. Il y avait un chercheur hindou qui était venu des États-Unis et qui leur a dit non, on va aller vers le software. Exact. Et le politique lui a fait confiance. Et à partir de là, ils ont fait ce qu'on C'était un visionnaire. C'était un visionnaire. Ils ont sauté une génération. Ils ont sauté une. Et là, ils se sont placés dans ce qu'on appelle dans la chaîne de valeur internationale. Et là, si tu permets, Hatem, je rajoute un truc, c'est que sur les autres industries, si on veut se rattraper en tant que pays sur l'automobile, On ne peut pas. le parcours est très compliqué. Oui. Par contre, si en tant que pays, même si on n'est pas avancé, si on veut se rattraper sur l'industrie de logiciels, c'est toujours possible puisque ça se base sur la ressource humaine. Qu'on arrive quand même, avec toutes les contraintes qu'on a, à former des ingénieurs, des compétences et qui peuvent faire la différence. Sur cette partie d'industrialisation de logiciels, c'est un potentiel pour l'Algérie qui restera toujours possible de se rattraper. Alors si vous me permettez, je vais faire une petite métaphore. J'avais eu le plaisir d'interviewer Monsieur Courtois, qui était le numéro 1 de Microsoft Europe à l'époque, il y a quelques années, et je lui avais demandé une analogie par rapport à l'Algérie. Il m'avait sorti une analogie, mais il m'avait dit, imaginez que votre pays, c'est un peu comme Monaco. Mais comment, Monsieur Courtois, ça n'a rien à voir, c'est une principauté, c'est minuscule, il n'y a pas d'hydrocarbures. Allez, vous prenez le tableau des médailles des Jeux Olympiques de Monaco, par exemple. Ils ont plus de médailles d'or que l'Algérie. Parce qu'ils ont su investir dans des disciplines olympiques dont personne ne veut. Le bobsleigh, la luge, le ski de fond. C'est intelligent, oui. C'est très très intelligent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas concurrencer les autres pays qui ont plus de moyens, qui ont une culture sportive bien établie, bien implémentée. Ouais. Ils ont choisi, des secteurs délaissés par tous les autres. Et ça leur a permis de grignoter des places. Je pense qu'il y a un coup à jouer pour notre pays dans le logiciel. Je rajouterai un point. On re-switch sur la Belgique pour remettre un petit peu mon intervention dans le contexte. Ouais. Moi, quand je parle de développement, je parle de développement de logiciels de gestion. Ce dont a besoin l'Algérie à l'heure actuelle, on peut essentialiser à partir des logiciels de gestion et aller vers. Vous venez de donner, de raconter la petite anecdote. Sachez que le Centre d'études et de recherche en informatique a été créé en 1969. 7 ans après l'indépendance, nous avons eu nos premières promotions d'ingénieurs. Il y en a eu 27 ou 26, je crois, en 1969. Oui. Nous sommes en 2022 et à l'heure actuelle, il y a encore des entreprises, de grosses entreprises publiques, qui recherchent des logiciels pour gérer leur stock, pour gérer leur paye, pour gérer leur comptabilité. Je ne parle pas du software au sens global du terme. Je parle du développement, l'industrie du développement de logiciels de gestion. Alors, comment on explique justement ce mindset? Comment on explique ce vide? Alors qu'on a des ingénieurs, on a des compétences. Pourquoi toujours faire appel à ce qui se fait de l'autre côté de la Méditerranée, et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas suffisamment confiance aux développeurs locaux? Voilà une question qui va vous amener pas mal de problèmes qui se dévouent pour y répondre. Tout à fait. Monsieur Hachmi. En fait, moi, je le vois quotidiennement dans ce qu'on fait. Je pense que le problème vient de la maturité du marché dans un premier état des lieux. On n'a pas aujourd'hui des entreprises, comme le disait M. Henny tout à l'heure, qui sont demandeuses ou qui sont exigeantes pour éventuellement faire face, voire une industrie du développement pour y répondre. Je ne suis pas d'accord quand on dit que ici on n'a pas de compétences, on n'a pas.
Personne ne l'a dit autour de sa table pour l'instant. Au ouais. contraire, hein, c'est un plaidoyer pour... J'avais compris, j'ai cru comprendre Non, ça. pas du tout. On parlait de l'industrie, alors. Exactement. Moi, j'ai fait Polytechnique et tout, ils ont les diplômes. En fait, si la demande elle vient pas des entreprises, donc nous qu'est-ce qu'on va leur offrir, qu'est-ce qu'on va leur donner en contrepartie. On le vit dans les entreprises aujourd'hui quand j'interviens dans certaines entreprises qui sont plus ou moins matures, qui demandent des logiciels comme nous. Moi personnellement, je travaille avec des solutions de leader mondial. Les utilisateurs en face, on n'a pas vraiment une maturité qu'il faut par rapport à ça. La direction générale a décidé d'acheter ce logiciel-là, mais en face, des fois, on n'a pas les exigences qu'il faut pour intégrer, pour implémenter ce logiciel. Donc il y a toujours un écart, il y a un déphasage, mais quand même on fait le projet, il faut le faire, il faut arriver. Mais le déphasage, pardon, c'est un problème de communication, c'est d'agilité, c'est quoi le souci? C'est plutôt le problème des exigences, comme le disait M. Henny tout à l'heure. Donc il y a des entreprises aujourd'hui qui demandent un logiciel de stock, un logiciel de paye, ou un logiciel des monopostes, alors qu'aujourd'hui on est dans une gestion collaborative. Il y a des logiciels qui permettent de faire ça. Donc il y a tout le mindset, toute une culture pour éventuellement faire travailler dans ces... Ce qu'on appelle des ERP, c'est ça? Des ERP, optimiser les process et ainsi de suite. Arriver à l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Mais vraiment, on est au balbutiement. Aujourd'hui, on est au balbutiement. Le marché n'est pas mature. Comme disait Yazid tout à l'heure, si jamais cette industrie-là, contrairement à l'industrie de l'automobile, on peut exploser facilement. Par contre, on aura un autre problème, au problème de la ressource humaine. Ouais. Ça veut dire, est-ce qu'on va se suffire si jamais notre économie va se relancer ou va déclencher vers le numérique? Est-ce qu'on va s'autosuffire en termes de ressources humaines? Moi, je ne pense pas. Ici, je pense que c'est lié un petit peu quand Monsieur Majid dit que en 2022, on a une entreprise qui demande un logiciel de gestion de stock. Pourquoi on peut entendre quelque chose de ce type en 2022? Tout simplement, puisque cette entreprise, avant 2022, ne voyait pas l'intérêt. Il n'y avait pas d'exigence en interne du management, de la méthode de gestion pour avoir un logiciel de gestion. Le bordereau suffisait. Voilà. Exactement. Ça veut dire quand on parle de maturité, comme a dit le Hashmi, en Algérie, on a différents niveaux de maturité. On a les multinationales, télécom et d'autres secteurs, on a les banques, les assurances, on a quelques grands industriels privés, on a l'étatique et même l'État, le public n'est pas au même niveau. Puis après, on a le reste. Donc, on a un grand gap. Il y a un problème. On n'a pas le même marché. Et le reste, c'est la petite et moyenne entreprise, qui est une entreprise en général familiale. Exact. Et en termes de maturité, exact. Se suffit. Et il y a aussi un élément important qu'il faut dire, c'est qu'à quel moment, à un moment donné, on doit faire appel au logiciel. C'est quand on cherche l'optimisation. Quand on cherche la performance. La transparence. Non, surtout puisque avant, quand il y avait de la rente, on arrivait à faire du chiffre sans informatisation. Sans logiciel, on arrive à vendre, à faire des bénéfices. Et la concurrence. Et là, c'est la concurrence. Voilà. Il n'y a pas de concurrence. On a un marché qui est monopolisé, qui n'est pas clair. Donc, le besoin, il n'est pas. Le gars, il vend. Exactement. Il fait un chiffre d'affaires. Voilà. Exactement. Quel que soit X. Parce que là, on parle de logiciel de gestion, puisque quand on parle de développement logiciel, ça dépend. Mais il y a aussi les logiciels métiers, hein. Voilà. On va y arriver, tout de suite. Ça veut dire que là, quand on parle de logiciel de gestion. De prendre les commandes de l'émission, et on la regarde, on le stock. Sinon, je sais que tu n'aimerais pas mon salaire, Majid. À la belle. Majid, je suis désolé, je suis quelqu'un de très spontané. Non, mais au contraire, mais on adore ça dans l'émission. Mais on adore ça. Non, parce que, Alach, si vous permettez, sans faire de pub à Technosoft, d'accord. En 2010, nous avons décroché un contrat avec l'Union européenne et le ministère de la PME. Nous avons doté 166 PME, d'accord, d'un ERP. La demande d'ERP, de système intégré de gestion d'entreprise, existe en Algérie. Le problème, c'est l'entreprise n'a pas la culture de l'ERP, tout simplement. Vous parlez d'intégration, de communication, de synergie entre les fonctions, etc. C'est cette notion qui n'existe pas dans nos entreprises. Mais pardon, ça n'existe pas, mais ça s'acquiert. Oui, absolument. Alors c'est là où vient la difficulté de mener un projet. Quand vous allez sur un projet pareil, vous avez plusieurs facteurs qui vous bloquent. Le premier, c'est la réticence au changement. Voilà. On commence par ça.
vous ramenez une application, ça y est, je vais perdre ma place, ils vont avoir les résultats, etc., etc. Vous avez la tradition. Ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent avec un soft. Vous lui ramenez autre chose, une nouvelle interface, c'est de la paresse intellectuelle. Et ainsi de suite. Donc vous avez plusieurs facteurs. Et le plus gros problème, on y revient, c'est effectivement l'expression de besoin. Moi, je ne sais pas, vous prenez quelqu'un qui vous demande un ERP, vous arrivez au PAC ressources humaines, il vous dit, je veux une GRH, une gestion des ressources humaines. C'est tout, une seule phrase. C'est un monde, vous rentrez à l'intérieur, c'est vraiment un monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on s'accroche au contrat, on s'accroche au projet, mais ce projet se trouve non rentable de par le fait qu'on commence à élargir, etc. On perd du temps, on dépasse les délais, etc. Parfois, on se fait pas payer, et ainsi de suite. La demande existe. Il y a un problème de culture et un problème de pédagogie d'abord. Il faudrait que les entreprises se structurent, s'organisent, etc. Ensuite, nous, on vient dessus, on plug nos solutions. On va en parler dans quelques instants. Je vous propose de faire une courte pause pour reprendre tous votre souffle, et on revient. 17h35 sur les ondes de Radio Agichin 3, vous écoutez Médiatique. La discussion était enflammée en off, hein. J'espère qu'elle le sera aussi en on. Apparemment le sujet, c'est votre gagne-pain, c'est normal, c'est votre passion, c'est votre sacerdoce, c'est normal que ça fuse. Alors Hatem, on fait un état des lieux donc de l'Algérie. Après on va parler évidemment des problèmes du secteur. Voilà. Quels sont vos problèmes? Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés? Et est-ce qu'on vous traite de la même façon que toutes les autres industries, si on peut l'appeler entre guillemets industrie? Exact. Voilà. Déjà, on doit être clair. On doit être clair. Les problèmes, il y en a des problèmes, mais on va parler qu'est-ce qu'on est en tant qu'ESN, en tant qu'entreprise de services du numérique. Comment qu'on est vu par les pouvoirs publics, le régulateur. Nous, aujourd'hui, on parle d'une industrie. Par contre, ici en Algérie, on est des prestataires de services. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils n'arrivent pas à comprendre que il y a tout un intrant. Aujourd'hui, on est tous ici, on est éditeurs, intégrateurs. Donc, nous avons besoin des intrants qui sont des langages de programmation, ou bien parfois on achète même des logiciels, comme nos amis intégrateurs des solutions internationales. Donc, c'est un intrant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'adapter, de travailler sur ce produit-là, pour, à la fin, donner un produit final. Le personnaliser. Le personnel adapté. Le problème ici, c'est que, ici en Algérie, on a l'impression que c'est un produit final dès le départ. Il parlait aujourd'hui, Majid, de définition de besoin. Alors, c'est une brique très essentielle pour faire réussir le projet d'intégration d'un ERP. Si on n'arrive pas, ou bien on ne sait pas ce qu'on veut, on peut pas aller. C'est comme si aujourd'hui on dit, voilà, demain on va aller à Oran. Comment on va aller? Quelle voiture on va prendre? Est-ce qu'on va faire des pauses? Exactement. Donc aujourd'hui c'est ça. Il vient, il vous dit, j'ai besoin d'un ERP, d'un logiciel de gestion intégré. Mais est-ce que vous avez la culture? Est-ce que vous avez la maturité? Est-ce que vous avez défini votre besoin? Et là je reviens à un maillon qui est absent en Algérie. C'est quoi? Qui est les entreprises de conseil. Parce que nous, on est éditeurs, on est intégrateurs, en général, on répond, on est comme des entrepreneurs, donc on réalise. Ou bien, on a quelqu'un derrière qui travaille en tant que des bureaux de conseil, à l'instar de KPMG, Deloitte, assistance à maîtrise d'ouvrage. Assistance. Nous, notre industrie, c'est comme c'est le bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment, on a le bureau d'études. On a celui qui réalise et on a le maître d'ouvrage, celui qui commande. C'est la même chose. Nous, on arrive chez le client, il n'a pas un travail qui a été fait d'études, d'analyse de besoins, définition de besoins détaillés et pas général. Pas d'audit. Parce que général, il vous dit voilà, j'ai besoin de ressources humaines, gestion de la paye, voilà. Mais le détail, c'est comment on va gérer, quelles sont vos variables, quel est votre objectif, quelle est votre vision. D'ici 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que vous voulez avoir? Comment vous voyez votre entreprise? C'est ce qui manque. Aujourd'hui, on a ce maillon-là qui n'existe pas. On se trouve, nous, éditeurs, à faire ce travail-là. Et parfois... Sans être payé. Sans être payé, surtout. Et qui n'est pas le vôtre, surtout. Mais pourquoi? Pour s'en sortir, comme des éditeurs. Oui, mais pourquoi? Parce que pour lui, c'est un produit. Même le client final, aujourd'hui, quand on parle de maturité de marché, de client,
il doit comprendre c'est quoi un ERP, c'est quoi un logiciel. Ce n'est pas un produit fini. C'est un produit, oui, mais qui va être adapté, personnalisé à vos pratiques de gestion. Et sachez, c'est qu'en Algérie, et on a tous le rêve, la même entreprise, dans le même secteur, et qui vendent le même produit, mais qui ne travaillent pas de la même façon. Ah oui, mais tu voulais ajouter quelque chose. En fait, moi, je voulais rebondir ce qu'a dit tout à l'heure Hatem, c'est sur notre statut. Comment on est considéré? Je rejoins ce qu'a dit Nabil. On est des prestataires de services, alors qu'en réalité, on est des producteurs de services. Et aujourd'hui, on n'a pas de vis-à-vis. La dernière fois, dans une conférence du GAN, j'ai interpellé Monsieur le ministre, que je salue, Monsieur Bibitriki, c'est qu'on n'a pas d'interlocuteur. On n'a pas d'interlocuteur. Voire on a plusieurs interlocuteurs, parce qu'on va y aller aux impôts. On a des lois qui s'appliquent sur tout le monde, mais s'appliquent aussi sur nous. On a au niveau de la douane, c'est la même chose. Au niveau de la Banque d'Algérie, des banques primaires, c'est la même chose. À un certain moment, je lui dis, on veut être adopté par un ministère pour qu'on puisse travailler. Justement. Rémi sans famille. Ça a fait rire tout le monde, mais c'est vrai, c'est une réalité qu'on vit, c'est des difficultés qu'on a. Ouais. Maintenant, si je regarde la volonté politique ou la stratégie politique du président de la République d'aller vers le numérique, si nous, on n'est pas pris en charge, exactement, on peut pas y arriver, c'est impossible. Tout à fait, ouais. Et il y a plusieurs choses. Donc, je parle de la formation, je parle des ressources humaines, de la formation dans l'éthique et ainsi de suite. Ouais, même sur l'investissement lui-même, il y a des organismes qui aident l'investisseur. Comment ils vous considèrent? Alors, Lundi, par exemple. Alors là, on n'est pas du tout considéré. Exactement. On n'est pas du tout considéré. Alors, Hachmi, après Nabil. Ouais. En fait, on n'est pas considéré. Je dirais quand vous regardez, Monsieur Henny a parlé tout à l'heure du programme d'appui aux entreprises, mais nous, on figure pas. On figure pas dans ces catégories d'entreprises qui vont être aidées. On aimerait bien avoir un statut d'entreprise numérique et puis éventuellement avoir un couloir vert, parce qu'aujourd'hui, on est regardé. Par défaut, on est indirectement coupable, parce qu'aujourd'hui, on crie la fuite des devises à 10 milliards de dollars de prestations de services. On va pas représenter 100 ou 200 millions de dollars, nous, en tant qu'entreprise. Alors que la valeur ajoutée qu'on a, tout l'écosystème. Alors que la valeur ajoutée qu'on a, elle est importante en termes de, d'employés qu'on est en train de faire travailler, en termes de matériel informatique qu'on est en train. Tiens, l'exemple du matériel informatique. Nous, aujourd'hui, s'il n'y a pas de serveur, on ne peut pas travailler. Le serveur, il est taxé à 70%. C'est un entrant à la production. 70% entre la douane, entre la TIC. La TIC, une nouvelle taxe qui s'appelle taxe intérieure de consommation, et puis elle s'applique sur tous les produits, et comme nous c'est du TIC. Alors que le serveur, c'est pas un produit qui va directement au consommateur. C'est un produit qui va être utilisé par un Et on a une valeur ajoutée, comme disait Nabil tout à l'heure. Nous, quand on achète par exemple des licences de l'étranger, la Banque d'Algérie ou certaines banques privées, on le considère c'est de la revente en l'état. C'est pas vrai, c'est pas de la revente en l'état. On installe, on intègre, on forme, on rajoute des... C'est similaire à la transformation. Exactement. On rajoute des développements supplémentaires et ainsi de suite. Donc on est des producteurs, on a une valeur ajoutée. Mais elle n'est pas appréciée. Elle n'est pas visible aussi. Il y a des améliorations, certes. On est en train de voir les lois qui sont en train de changer et tout. Mais on n'a pas quelque chose qui est propre à nous. Moi, je vais donner un exemple et je reviens vers toi, Yazid, par rapport à l'appui, à l'investissement. On a Londi, par exemple. Aujourd'hui, Londi, elle aide les entreprises et les industriels. Nous, on est une industrie, mais on n'a pas des intrants par exemple, beaucoup de matériel à acheter, des appareils de production. Donc, par exemple, Londi, personne n'a fait Londi dans notre industrie parce que elle n'est pas destinée pour nous. Nous, c'est quoi notre première charge et unique, pratiquement? C'est la ressource humaine, c'est la développement de la compétence. Exactement. C'est la compétence, c'est l'économie de connaissances. On cherche des gens compétents qui arrivent à comprendre déjà le logiciel et arrivent à comprendre le métier du client. Et c'est ça la spécificité de notre métier, c'est qu'on cherche des personnes qui arrivent à comprendre c'est quoi la paye et en même temps il sait adapter, il sait travailler sur un logiciel. Donc c'est double compétence. Et puis aujourd'hui l'on dit si elles veulent ou bien en fait le pouvoir public si elles veulent aider ce secteur-là, c'est qu'ils vont nous aider sur notre appareil de production.
qui sont la ressource humaine. Comment? Par exemple, aux abattements CNAS, aux abattements IRG, aux abattements charges patronales et tout. C'est comme ça qu'on aide ce secteur. Il y a aussi, quand vous parlez si on veut aller vers une industrie, parce qu'on vient de le dire au début, il n'y a pas encore d'industrie en Algérie du software. Si on veut y aller, il faut automatiser cette machine qui développe. D'accord? Il faut mettre du management. Il y a des techniques, il y a des modèles de management du développement, de l'agilité. Mais ça, c'est en interne. Et ça, il faut investir sur ça. Il faut former des gens, il faut mettre en place cette culture. Ça veut dire, si on voit par exemple les acteurs qui sont en Algérie dans le développement de logiciels, est-ce que c'était des acteurs qui sont nés juste en réponse à un besoin, ou il y avait une démarche, une stratégie qui a fait évoluer ces acteurs? Non, on pose la question à Majid, qui était là si on parle de start-up, par exemple. Si on parle de start-up, on voit que le label start-up, les avantages, il y avait tout un travail au niveau de l'État qui a préparé un certain écosystème qui a organisé pour faire émerger ces sociétés et leur faciliter la tâche. Pour notre cas, on n'est pas dans cette situation. Ça va donner une simple réponse à un besoin dans le marché, c'est une opportunité pour faire du business. Si on veut vraiment que ce secteur émerge, et que ce secteur vraiment fera, puisqu'on fera pas uniquement de l'export de services avec des startups. On a plus de chances de faire du business avec des exportations de logiciels avec des acteurs qui ont une dizaine, une vingtaine d'années d'existence sur le marché qu'une start-up qui vient de commencer. Mais l'un n'exclus pas l'autre. Mais bien, c'est clair, les deux peuvent cohabiter. Mais là, on a une maturité, on a des produits, on a un savoir-faire qui s'est accumulé avec le temps. Donc c'est pour ça que si on veut arriver à commencer une industrie de logiciels en Algérie, il faut que ça soit tracé comme une stratégie au niveau étatique. Et quand on parle de transformation digitale, là je vais commenter ce qu'a dit Simajid, est-ce qu'on parle de numérisation, digitalisation ou de transformation digitale? Ça c'est un grand classique de l'émission. Voilà. Si on parle de transformation digitale, c'est que toute l'entreprise sait pourquoi elle veut se transformer. Puisqu'on dépasse, parce que des fois, pourquoi une entreprise a du mal à gérer ses projets informatiques? Des fois, on se pose la question. Où allait l'entreprise à la demande du logiciel? Comment ce besoin est né? Des fois, c'est à la mode. Des fois, puisque le DG a vu un logiciel quelque part. Ailleurs, oui. Des fois, puisque c'est une exigence d'un partenaire. Le pire, c'est que c'est vrai. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est en fonction du niveau de maturité de l'entreprise, c'est le niveau de maturité qui définit l'expression de besoin, la gestion de projet. Est-ce que le cahier des charges, il est bien tracé? Est-ce que même maintenant, en termes on reviendra par la suite, la gestion du projet. Le cahier de charges, il existe. Hein. Voilà. Mais des fois, même s'il existe, le problème, c'est un cahier de charges général. Adaptable à tout type de... Voilà. Le problème, c'est qu'il existe après. On a un besoin. On commence à travailler, alors, il dit le client, stop, on a changé, donc tout ce qu'on a fait comme prévision en termes de coûts, de ressources humaines va changer. Donc, là aussi, c'est notre volet. C'est pour ça que je dis que, toujours, il faut travailler sur la maturité des entreprises, en termes de gestion, de management, de normes, d'audit, de gouvernance, d'accompagnement en termes de gestion, pour que tout cela impacte des décisions qui sont inévitables d'aller vers une transformation digitale et qui va automatiquement impacter l'écosystème et qui va faire travailler les acteurs. Tout à fait. Donc, il faut pas, nous, on vient ici pour, en tant qu'acteur pour répondre à un besoin. Mais il faut travailler sur le besoin lui-même. Il faut faire évoluer le besoin et le faire avec un niveau de maturité acceptable pour qu'on puisse travailler sur Maintenant, j'aimerais... Oui. Une petite précision. Très courte, Majid, parce que Ken la donne, mais tu auras toute une heure. Il faudrait faire la différence entre éditeur et intégrateur. C'est très important. Bien sûr. L'éditeur développe. L'intégrateur, il personnalise, il retouche. Il customise. Il ramène tout simplement. Alors, il y a une grosse différence entre un éditeur et un intégrateur. Cette différence, elle est importante. Elle est importante dans le sens où, monsieur parlait des ressources humaines. Pour un éditeur, les ressources humaines, c'est le principal. Vous avez un ingénieur qui sort, il est tout frais, il sort de Babzoir, etc. Il a fait son bac plus 5, etc. Vous investissez dessus pendant peut-être parfois plus d'une année pour qu'il comprenne ce que c'est qu'une entreprise, etc.
Et une fois qu'il a compris, le mois d'après, il part au Canada. Ah, c'est le ça, Canada c'est, qui en bénéficie. J'ai quelqu'un qui va partir le 25. Alors, etc. Partout. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre l'accent C'est sur les aléas. cette notion d'éditeur et d'intégrateur. C'est très important. je pense qu'on va revenir après la date pour discuter. Voilà, c'était la précision que je voulais... Il est 17h49 sur les ondes de Radio Alichan 3. Il y a la date dans quelques instants. On se donne évidemment rendez-vous à 18h, juste après le sommaire de Najib Idriss, pour justement détailler. Cette émission est très très sympathique. Ça commence à s'échauffer. J'attends qu'il y ait du sang, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des blessés. Non, je plaisante. Il faut qu'il y ait uniquement du sang intellectuel, comme le disait Jacques Brel. À tout de suite. 7h à 19h en direct sur Radio Alger Champ. h 09 sur les ondes de votre radio préférée. Vous écoutez évidemment Médiatique sur Radio Alichan 3 en compagnie de notre chroniqueur Hatem Houssini. On parle de l'industrie du logiciel en Algérie et bien évidemment dans le monde. C'était passionnant première partie. Il faut tenir le rythme pour la deuxième, Hatem. Tout à fait. Première partie, on a bien vu l'état des lieux, que ce soit à l'échelle internationale ou bien chez nous. Maintenant, on veut voir un petit peu les perspectives, comment il faut faire cette relation avec le client, comment elle doit être, quelles sont les meilleures manières et les best practices en quelque sorte dans ce domaine, pour que l'éditeur ou l'intégrateur puisse faire son travail, puisse aussi, est-ce qu'on peut avoir des perspectives pour exporter? Comment faire pour exporter du logiciel? Parce que c'est une denrée qui va remplacer en quelque sorte. Au lieu d'exporter nos informaticiens, évidemment. Voilà. Alors, qui veut sauter du grand plongeoir? Majid? Oui, pourquoi pas. Tout simplement, en termes d'évolution, nous qui existons depuis 83, on a un petit peu suivi toute l'évolution de l'informatique, depuis les plateformes DOS jusqu'à ce que nous appelons aujourd'hui web. Donc, client-serveur. Absolument, client-serveur, etc. Et nous avons un ERP web qui est opérationnel. C'est des entreprises publiques, donc je suppose que je peux les citer. Oui. Il y a la Caisse nationale du logement qui utilise notre ERP à l'échelle nationale. Il y a plus de 300 postes qui sont reliés. Ils travaillent le plus normalement du monde. Et il y a le groupe Logitrans, l'ex-SNTR, qui utilise notre ERP en version web. Et la transition, comment elle a été? La transition, tout simplement. Il y a une veille technologique. On est là, on voit, on suit, et on voit ce qui doit se faire à l'heure actuelle. On sait que la tendance, c'est le web, tout simplement. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne le web, il y a un autre problème, c'est l'infrastructure. Nous, on développe des applications web, mais d'un autre côté... Est-ce que les télécoms les télécoms, on fait avec ce qu'il y a. On fait avec ce qu'il y a, tout simplement. Donc, quand vous arrivez dans une entreprise, vous leur dites qu'il faut que vous ayez votre propre intranet, votre propre réseau, etc. Pour eux, c'est un gros investissement. D'accord. C'est un très gros investissement, donc il y a aussi ce déphasage. Mais en termes de débit, vous n'avez pas besoin de beaucoup de débit parce que c'est du textuel. Oui, il y a un minimum de 2 mégas. D'accord. Vous savez, c'est du textuel, mais c'est comment dirais-je, c'est une intégration directe, c'est une transaction. Vous envoyez des requêtes, etc. Tout dépend des applications. Absolument. Mais il faut dire sur cette partie que les réseaux mobiles ont permis une alternative. Ça veut dire que les opérateurs mobiles proposent des alternatives là où on n'a pas Internet. On peut avoir des solutions à travers un opérateur mobile pour de l'Internet. Ça en Algérie, donc ça se fait. Oui, absolument. Il y a des gens qui ont des réseaux. Ça veut dire là où tu n'as pas le réseau filaire ADSL, donc des zones soit isolées où l'investissement ne peut pas se faire. Là, on peut voir avec un opérateur télécom pour nous donner de la connexion. Maintenant, je pense que la tendance web du client-serveur vers le web, c'est une tendance qui se fait graduellement. Mais la question, surtout en Algérie, se pose par rapport au cloud. Voilà. Puisque là, quand on parle de web, on peut avoir une architecture où le serveur d'application est à l'intérieur de l'entreprise. Il est dans le data center de l'entreprise. Là, c'est une architecture de déploiement qui change. Là, il n'y a pas de souci. Mais la problématique commence du moment où on parle de l'hébergement des données de l'entreprise à l'extérieur. Chez un professionnel. 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 Chez un professionnel.
Et même à l'extérieur, si on parle d'à l'extérieur, ça peut être un data center algérien, d'un opérateur algérien qui travaille dans le cloud. Il offre une solution de hosting. Mais là, il faut que l'entreprise à l'intérieur comprenne et accepte que ces données existent à l'extérieur. Je pose la question. Oui. C'est que chez les éditeurs à l'international, hein, souvent, on offre le produit sous deux formes. Soit vous le prenez, vous l'installez dans vos serveurs, soit il est disponible en cloud. En général, on a ces choses. Est-ce que vous faites la même chose? Aujourd'hui, Hatem, la tendance est dans le cloud. Monsieur Hashmi Ben Ali de CM Consulting. Quand je parle des éditeurs mondiaux, Oracle, SAP, Microsoft, tout ça. Non, même SAP, vous pouvez avoir une version SAP que vous installez dans vos serveurs. Le SAP. Pensez aux auditeurs de l'émission, ça commence à virer au débat d'experts. Vous êtes spécialiste de SAP, je sais. Justement, dans SAP, on a les deux versions. Mais la tendance mondiale, elle est vers le cloud. Tout à fait. Oui. Sauf que chez nous, en Algérie, on n'est pas encore prêt. Culturellement, de point de vue sécurité. Est-ce que c'est législativement? C'est la sécurité, c'est ça? La sécurité, bon, elle existe, la sécurité et tout. Donc, quelqu'un comme SAP ou Oracle, il va pas mettre des choses dans le cloud s'il n'y a pas de sécurité. C'est exactement ce que j'allais dire. Sauf que la législation, aujourd'hui, elle met que des freins pour aller vers le cloud à l'étranger. Ah, ok. Ça peut se comprendre. C'est une histoire de souveraineté, surtout. Voilà, souveraineté, on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez de ceci et ceci. Ça se comprend. Donc, chez SAP ou chez Oracle ou chez Microsoft, il y a encore ce qu'on appelle des on-premise. Mais ça veut dire des acquisitions de licences, mais de moins en moins. Et de plus en plus, on va vers le cloud. Le monde entier va vers le cloud. Nous, on est dans le... Est-ce que ce travail, j'allais dire, de VRP, de vulgarisation, est fait vers les plus hautes instances de l'État? Est-ce que le GAN, notamment, des entités comme vous, font cet effort de vulgarisation pour expliquer que, voilà, même si c'est en offshore, même si c'est à l'extérieur de l'Algérie, toutes les normes de sécurité sont respectées. Est-ce que ça se fait, en fait, dans les autres pays, contre les autres pays, et puisque le souci de sécurité et de confidentialité et de souveraineté numérique, entre guillemets, existe partout. Dans les autres pays, on arrive à convaincre Microsoft, Oracle, un autre fournisseur de solutions cloud, à avoir des data centers au niveau des pays concernés. Là, en Algérie, c'est presque impossible de le faire, puisque pour faire un data center, c'est tout un investissement avec un retour sur investissement. Et pourtant, il y avait le fameux projet à l'Ardaria notamment. Mais là, c'est un data center gouvernemental, c'est différent. Alors là, la problématique du cloud, donc il faut comprendre d'abord les avantages du cloud. Les avantages du cloud, c'est qu'à un moment donné, pour une entreprise, il y aura plus des capex, mais des opex. Ça veut dire que je vais pas acquérir des serveurs. Je vais pas acquérir des data des serveurs, du réseau. Avec la maintenance qui va avec. Je vais avoir que des postes clients. Et même en termes de ressources humaines, je vais plus recruter des informaticiens et à chaque fois j'ai un départ, il faut recruter, ainsi de suite. Donc là, côté investissement, c'est très intéressant et je consomme au besoin. Je vais consommer uniquement ce que j'ai besoin. Donc on ne paye que ce qu'on consomme. Exactement. Et c'est évolutif. Maintenant, j'ai besoin d'une infra. C'est flexible. 100 millions de dinars. Demain, 200 millions, je vais payer au besoin. Mais là, la problématique se pose. Est-ce que c'est possible de le faire en Algérie? C'est ça la question. Des deux, peut-être deux côté législation et côté aussi infra. Exactement. Les moyens. Ça veut dire même si la législation le permet, si on parle de débit, il y a combien d'opérateurs algériens qui proposent de l'hébergement cloud? Donc ça existe. Il y a des entreprises algériennes étatiques et privées. Le régulateur maintenant sans citer les noms, qui proposent du hosting. Ça veut dire au lieu d'avoir les serveurs au niveau de l'entreprise, je vais les avoir chez des prestataires avec des couches aussi logicielles à service. Ça veut dire pas uniquement une machine. La question, est-ce que ces entreprises peuvent par exemple offrir un site de secours? Demain, si j'aurais un souci sur le site, voilà, est-ce que je peux basculer? Quels sont les SLA, les Service Level Agreements, qui seront aussi, est-ce qu'elles seront respectées? Est-ce qu'il y a un service de hotline, de support, qui répond H24, 7 sur 7? Tout ça, il faut le mettre en place. Ça veut dire c'est un prérequis. Je ne peux pas parler de cloud si j'ai pas ce prérequis. Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est un débat. Je sais que au niveau des hautes instances de l'État, au moins des secteurs qui sont concernés, ils sont au courant de ça, de ces technologies, de ces possibilités. Mais la mise en place, le problème c'est toujours dans la mise en place et surtout de faciliter. Exemple,
s'il y a quelqu'un qui veut demain investir dans le data center, avec des sites de secours, est-ce qu'il aura tout le nécessaire en termes de terrain, en termes de, par exemple, d'énergie? Maintenant, pour avoir de l'énergie pour un data center, c'est une bataille. En termes de bande passante aussi. Voilà, Internet, c'est tout ça. Tout ce qui est matériel avec la douane. Donc, si on n'enlève pas ces obstacles, au niveau des prérequis pour avoir, puisqu'à la fin, quand on parle d'industrie ou de domaine logiciel, c'est pas uniquement la ressource humaine. Il y a beaucoup qui parlent de ressources humaines, mais ça dépasse la ressource humaine. C'est vrai. Si c'est l'environnement qu'il faut préparer. C'est un écosystème, en fait. C'est un écosystème qu'il faut mettre en place, il faut faciliter. C'est pour ça que je parle de stratégie de l'État dans ce sens. Est-ce que vous, en tant que GAN, vous faites quelque chose avec, parce que je sais que le GAN, il a beaucoup de relations avec le gouvernement, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait? Je sais, pardon, que vous êtes organisé en commission. Exactement. Et que monsieur Azedal est le président de la commission software. Et même d'autres commissions. Donc est-ce que vous faites quelque chose avec? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait? Alors, on essaie de travailler sur un document qui va un petit peu expliquer cette industrie-là, que ce soit numérique en général, là, donc on va pas parler que logiciel, mais de l'industrie numérique et la transformation ici en Algérie. On travaille sur un document qui va expliquer un petit peu c'est quoi cette industrie et surtout quel est l'impact si demain l'État ou bien les pouvoirs publics investissent sur cette industrie. Surtout, c'est parce que quand on parle d'une industrie, on doit clarifier les choses, on doit donner l'impact. Et moi, je les comprends exactement. Demain, sur la loi de finances, pour intégrer une loi qui va aider et tout, donc on doit les convaincre. Donc, le GAN, on travaille sur ce document-là, qui va être proposé même à haute instance. Le rôle du GAN, en fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect de fédération de l'écosystème. On essaye puisqu'on a un problème, c'est que les gens qui travaillent dans le domaine du numérique, ils n'ont pas, ils sont pas connus. Il n'y a pas d'entité qui les représente et qui essaie à un moment donné de transmettre. Enfin, il y a eu quelques tentatives de création d'entités. Voilà. Le GAN est la dernière en date, évidemment. Voilà. Ça veut dire que il y avait le cluster du numérique, voilà, c'était son rôle et tout. Il existe toujours. Il y a des entités toujours. AITA aussi. Donc voilà. L'idée ici est d'essayer d'être à l'écoute des entreprises dans le domaine du numérique et porter cette voix aux autorités, aux ministères, aux différentes administrations. Ce rôle, il faut savoir que on est écouté, ça il faut le dire, mais il faut savoir aussi que c'est pas simple. Des fois, par exemple, même si on est reçu par un ministère, par un ministre, il faut pas imaginer qu'il suffit juste de transmettre la demande, parce que la mise en place, des fois ça nécessite la modification de loi, des fois ça nécessite d'aller vers le Parlement, des fois ça nécessite un changement au niveau de la loi de finances qui doit attendre 6 mois. En plus du principe d'inertie, encore une fois, inhérent. Voilà, ça veut dire mais l'avantage ici, c'est quoi? Que si on prend par exemple la mesure de la Banque d'Algérie sur l'exportation de services, c'était une mesure qui était proposé et c'est le GAN qui a travaillé avec la Banque d'Algérie pour essayer c'est un exemple et il y a beaucoup de chantiers et de procédures qu'il faut et justement par rapport à juste les associations, c'est vrai qu'elles sont plus actives. Moi je suis avec le GAN, membre actif avec eux, je suis avec le CMPC syndicat numérique en tant que membre fondateur. D'accord. AITA qui a été récemment aussi qui est ancienne et qui a été agréée récemment. Donc tout ce monde-là travaille dans cette direction-là. Comme disait Yazid tout à l'heure, malheureusement quand on rencontre un ministre, celui des télécoms ou celui des startups ou celui du numérique, chacun de son côté, les choses ne vont pas avancer rapidement. Donc il faut des changements de loi, il faut des lois de finances, il faut des trucs. Mais comme disait Nabil tout à l'heure, l'impact est important. Donc nous, le message qu'on veut passer, de dire que prendre en charge ce secteur de numérique, c'est réduire la facture de l'importation de services. Comment on explique A plus B qu'on est capable d'exporter, mais avant d'exporter, il faut qu'on ait de l'expertise. Cette expertise, comment l'avoir? Cette expertise, il faudra aussi que l'État, que les entreprises publiques, les grosses commandeurs ou les grosses entreprises qui commandent font confiance, doivent tenir la main à ces entreprises. Je parle pas uniquement de start-up, que nous, ça fait 20 ans ou 30 ans comme vous parlez des grandes entreprises, c'est-à-dire les banques, les entreprises du pétrole. Exactement. Il y a des projets numériques. Pas tout ça à la fois, messieurs. Il y a des projets numériques qui sont lancés et on fait appel à des étrangers.
d'accord, on n'a pas d'expertise, mais quand est-ce qu'on va l'avoir cette expertise? Si on ne nous intègre pas, on sera toujours dépendant de l'étranger. D'ailleurs, tout à l'heure on discutait et je vous avais dit qu'il y avait un pays voisin dans le numérique. Donc pour tout projet, quand il y a un appel d'offres international, on exige qu'il soit accompagné avec une entreprise du pays. 40 à 50% du projet. Ils imposent ça. Et ils s'occupent de quoi? Du support, du déploiement, du testing. Et ça, c'est un transfert technologique indirect. En fait, c'est ça. Quand il y a une entreprise comme Sonatrach, par exemple, qui est un moteur de croissance, voire comme le MDN, qui consomme aussi des services numériques, comme le secteur public. Mais le MDM est une exception, parce qu'apparemment il a ses propres structures, ses propres data centers, son propre écosystème. Mais il est consommateur de services numériques, il est consommateur de logiciels, il est consommateur de ceci, donc il fait des projets d'intégration. S'il continue de les faire avec l'étranger, uniquement avec des étrangers, il n'y aura pas de transfert de compétences. S'ils intègrent des locaux, petit à petit, il y aura de la valeur ajoutée. Maintenant, par rapport à ça, faisons un petit peu d'histoire, hein. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait le commissariat national de l'informatique. Juste dans le micro, Majid, s'il te plaît. Le commissariat national de l'informatique. En 82, le commissariat qui dépendait du ministère de la planification à l'époque, on faisait même des études sectorielles, etc., a été transformé en une entreprise commerciale, l'entreprise nationale des systèmes informatiques. Et c'était la tendance de l'époque. Absolument. Et il était question, si je ne m'abuse, de créer même un secrétariat d'État à l'informatique pour pouvoir un petit peu canaliser un petit peu tout ça. Là, on est en train de parler effectivement d'industrie, du logiciel, etc. Il y a des problèmes, de véritables problèmes. On a pris l'exemple des banques. Toutes les banques publiques algériennes ont des produits étrangers. Ok? Personne ne peut le faire. Pourquoi ces banques ne créeraient pas une entreprise, mettre des ingénieurs dessus, et pendant 2 ans que ces ingénieurs développent un produit algérien pour les banques algériennes? Alors je pense que c'est fait pour au moins 2 banques nationales qui ont réussi à développer leurs propres solutions en interne, mais effectivement, comme tu dis, la grande majorité font appel à des compétences. C'est que maintenant, à l'heure actuelle, il y a un gros problème de sécurité. Pour moi, les données des banques, c'est des données stratégiques pour le pays. Clairement. On ne peut pas les laisser comme ça. C'est vrai qu'il y a mon petit compte où on verse mon salaire, mais il y a le compte de la Sonatrach, il y a etc., etc. Donc il y a un gros problème de sécurité. Donc pourquoi ne pas fédérer un petit peu toutes ces potentialités pour des produits au niveau des assurances, au niveau des banques, au niveau du secteur pétrolier, etc. Ce n'est pas un problème de compétences. Les compétences existent. L'université sort des ingénieurs informaticiens, et on connaît un petit peu, etc. Donc ce n'est pas un problème de compétences. C'est beaucoup plus un problème de stratégie. De vision. De vision et de stratégie. Il faudrait qu'il y ait une vision, mais au plus haut niveau. Il faudrait qu'à un certain moment, on se dise qu'est-ce qu'on veut faire dans le secteur du numérique, tout simplement. Il faudrait qu'on soit indépendant. La preuve, le dernier scandale Pegasus. D'accord? Pourquoi? Alors qu'on peut facilement contrecarrer tout ça. On en avait parlé il y a 2 émissions déjà avec Jalal qui avait fait une émission sur la cybersécurité, effectivement. Tout à l'heure, on en discutait aussi. C'est bien beau de créer un institut de l'intelligence artificielle. Juste à côté, moi, je voudrais bien voir l'industrie qui va pouvoir bénéficier de cette intelligence artificielle. Pourquoi ne pas créer un institut de la cybersécurité, de la sécurité? C'est une très bonne suggestion. Hein. Ouais, j'espère qu'on nous écoute quelque part et que ça va... Parce qu'en ce moment, on est fragile de ce niveau-là. À ce niveau-là, on est très fragile. Pourquoi? Encore une fois, je vais vous dire quelque chose. On achète un produit étranger, on l'achète à X millions de dinars. On n'utilise que 10% de ce produit. Pourquoi? Parce que les 90% restants ne sont pas valables en Algérie de par notre réglementation, etc. Ça veut dire qu'on a payé, c'est des surcoûts tout simplement. On paye des coûts de maintenance annuels qui équivaut à l'acquisition d'un logiciel algérien. Pour certains secteurs, des coûts annuels en devise. On ne fait pas confiance, qu'on le veuille ou non, on ne fait pas confiance à l'Algérie pour l'instant. La confiance, il faut la gagner. Je veux dire que une banque nationale ou privée, si demain elle décide de faire confiance à une boîte algérienne, il faut savoir que c'est un risque à prendre. Puisque là, quand on achète chez un éditeur mondial, on est sûr que le produit fonctionne, il n'y a pas de bug. En cas de problème, on a un interlocuteur, il y a des experts, le produit est stable, donc il n'y a pas de risque à prendre sur le business. Là, si on décide demain d'avoir une boîte algérienne
qui va développer des solutions bancaires dans l'assurance, dans le télécom. Là, ça doit être un projet stratégique au niveau État. C'est pas juste une initiative. C'est le cas de Sonatrach, c'est le cas d'autres. Maintenant, si je reviens à chaque fois à la nécessité de mettre ce secteur comme secteur stratégique de l'État. C'est pas uniquement un service de support ou de prestation de services. Puisque l'effet, c'est un secteur transversal qui touche tous les secteurs. Oui. C'est une nécessité au niveau gouvernement pour la gestion, pour la transparence, pour une qualité de service, au niveau industrie pour la performance, l'optimisation. C'est une interdépendance totale. Maintenant, donc à la fin, si on parle de sécurité, la même chose. Donc c'est un secteur qui est un secteur incontournable et qui toutes les performances du pays, niveau de vie, la facilité du citoyen, elle en dépend. Donc, si on met ce secteur comme secteur stratégique, donc il faut, pour moi, c'est pas des initiatives. Il faut une vision du numérique en Algérie. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a une chose, c'est que des fois, c'est la situation quand elle est très difficile et tout, c'est là qu'on fait des défis. Ça devient une opportunité. Ça devient une opportunité. On l'a bien vu avec la pandémie. Hein. Moi, j'étais une fois, comme à Cuba. Cuba, elle est sous embargo. Tu as ramené des cigares Oui. Ah, ça est sûr. Eh ben, ils ont une université de 11 000 étudiants en informatique. 11 000. Elle fait tout le développement software pour tout le pays. Parce qu'ils sont sous embargo, ils n'ont rien. Ils font même des prestations pour le Venezuela, pour d'autres pays amis. Le passeport biométrique du Venezuela, c'est les étudiants qui l'ont fait, c'est cette université, etc. Vous voyez, quand on est dans les difficultés, c'est là qu'on fait des défis. Et je pense qu'on peut tout faire. Maintenant, il y a aussi une chose, t'as les normes. Moi, je dirais qu'il faut faire des normes. Il faut suivre les normes. Par exemple, Thomas, en tant qu'entreprise, est-ce que vous êtes ISO 9001? Est-ce que vous avez c'est-à-dire que alors, il faut expliquer d'abord à nos auditeurs, c'est quoi l'ISO 9001? C'est une norme internationale qui parle beaucoup, surtout de qualité. C'est-à-dire qui donne une image sur la qualité des produits de cette entreprise et la qualité du fonctionnement. C'est-à-dire comment fonctionne cette entreprise. Est-ce qu'elle suit toutes les étapes qui conduisent à avoir un produit de qualité. Donc, dans le développement logiciel, est-ce qu'on est certifié? Parce que pourquoi? Si on veut vendre, que ce soit ici, pour ce qu'on vient de dire, ou bien à l'étranger, on est obligé d'être normalisé. La normalisation. Voilà, la normalisation dans notre secteur, nous, je pense qu'on l'a vu autrement. Aujourd'hui, quand vous travaillez avec un éditeur comme Microsoft ou SAP, vous avez déjà ces exigences, donc vous avez déjà certaines normes que vous suivez chez lui. Je prends un exemple assez simple. Nous, on travaille sur SAP. On a des développements qui sont faits autour de SAP qu'on exporte aujourd'hui. Ah, très bien. Donc, vous ne pouvez les exporter s'ils ne sont pas certifiés par l'éditeur. D'accord. Très bien. Donc, une fois certifiés par l'éditeur, ils sont disponibles dans un catalogue mondial, ils sont téléchargeables. Après, c'est à vous de faire la promotion de vos produits, comme tout le monde. Et c'est l'avantage d'être avec un leader mondial. Donc, avant de faire cette certification, nous, je crois qu'on a profité du Covid. Il y avait la situation, le marché était arrêté. Donc, on a profité de certifier nos produits. 6 mois, pratiquement, je pense qu'une quinzaine de consultants qui ont travaillé sur ces dossiers-là pour arriver à une certification. Et c'est la même chose chez Microsoft, chez Oracle. Là, c'est l'intégrateur qui parle. Exactement. L'éditeur. L'éditeur qui va répondre, tout simplement. Nous ne pouvons pas nous certifier nous-mêmes. Ouais. Il n'y a aucun cabinet en Algérie qui puisse vous certifier. On a tenté le coup une fois avec l'INAPI. C'est ce que j'allais dire. On a écrit L'INAPI a un service dédié à ça, normalement. Absolument. On nous a répondu, on ne sait pas quoi faire avec vous. C'est-à-dire? Oui. Avec vous, Majid, spécialement? Non, avec une boîte de développement. D'accord, une entreprise de développement. Et nous avons la réponse de l'INAPI jusqu'à maintenant. Alors, ce que nous avons un papier, effectivement, qui vient de la Chambre du commerce, qui dit c'est des produits algériens.
C'est ce dont tu me parlais tout à l'heure. Voilà, exactement. Tout simplement. On est éditeur. Parce que parfois, ils demandent dans les appels d'offres et les cahiers de charges, donc ils demandent un certificat d'éditeur. Alors, pour les cas d'intégrateur, ils ont ça. Par exemple, avec SAP, c'est SAP qui délivre ça. D'accord. Pour nous, autant que nous, on est éditeur, donc on doit se certifier en quelque sorte nous-mêmes. C'est une carte d'identité presque. Voilà. Presque. Par contre, moi, je reviens à l'histoire de ISO 9001 pour les éditeurs algériens. Il faut qu'on soit d'accord et que l'organisation, et pour être déjà certifié, ça coûte cher. C'est un travail. D'accord. Alors, pour un éditeur algérien qui est, bon, entre parenthèses, petit, donc on est tous mondialement petits, donc on est très petit par rapport à ça, parce que le marché n'offre pas beaucoup d'opportunités, et comme on l'a bien expliqué, nous, notre secteur, cette industrie, si on veut émerger et se développer, c'est le client, c'est le marché qui fait émerger les entreprises, c'est le besoin. Par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un vous ramène de l'argent, il vous dit, voilà, tiens, 2 millions de dinars. Ah, merci. Merci, voilà, pour ton compte, oui. Mais pour développer l'entreprise, ça sert à rien. Parce que nous, on doit, de l'autre côté, avoir un client, un projet. D'accord. Je reviens à ce qu'il a dit tout à l'heure, Hachmi. C'est que si on n'arrive pas à convaincre les pouvoirs qui nous associent dans les projets structurants de l'État, on n'aura aucune entreprise capable de faire ça dans 10 ans ou 20 ans. D'accord? C'est simple. Aujourd'hui, en Tunisie, on a des entreprises en Tunisie qui ont 100 personnes, 200 personnes. Nous, on a géré le max, c'est 50 personnes, 60. On n'arrive pas à dépasser ce parce que il vient, oui, mais parce que si tu dépasses ça, alors, on revient à l'histoire du ratio. Nous, c'est les salaires, c'est la compétence qui pèse. Donc, si vous ramenez de la ressource humaine, tu dois avoir des projets de l'autre côté. Donc, c'est pour ça, je reviens aussi à l'histoire de ISO. Pour qui on fait ISO? Si le marché ne répond pas, on n'arrive pas, même pas pour des entreprises publiques qui ne demandent pas ça, on n'arrive pas à mettre en place des projets structurants et ERP. Donc, pour qui on va faire cet investissement? Ça, c'est une. Et deux, même si on le veut, ça nous coûte de l'argent. Cet argent, on doit avoir un plan de charge qui couvre votre développement, votre survie, le matelas financier, et vous êtes vous êtes capable de dégager un autre budget pour se certifier et s'organiser. Néanmoins, comme on est dans un marché où on doit adapter pour le client, par exemple, nous, on a fait toute une solution GRH pour le client, qui avait la norme, ISO 9001, et on a adapté, personnalisé notre solution pour la norme. Donc, automatiquement, notre solution, elle répond aux normes. Par exemple, cette ISO 9001. Mais on l'a pas, nous, en tant qu'éditeur. D'accord? On fait une petite pause très rapide, et on revient, messieurs. Dernière ligne droite de votre émission préférée, j'en suis sûr, médiatique sur radio, AG3. Dites que c'est votre émission préférée. C'est notre Voilà, il y a une petite hésitation, mais on vous pardonne. Alors, Hatem Hosseini, dernière ligne droite de l'émission, on continue de parler de ce passionnant sujet qu'est l'industrie du logiciel en Algérie. L'industrie, entre guillemets, bien évidemment. Le dernier volet qu'on va aborder, c'est l'aspect management de ce genre de projet. Donc, l'humain, la compétence, la gestion de cette relation avec le client. Et puis, on aimerait bien écouter de votre part quelques anecdotes, positives idéalement. Voilà. On en aurait bien besoin. Et positives avec des perspectives. On aimerait bien avoir Moi, je pense que malgré toutes les difficultés qui sont actuellement rencontrées sur le marché, ça reste un domaine qui a beaucoup de perspectives et des choses à faire. Des fois, quand on est en retard dans un pays qui est en retard, il faut transformer ce retard en opportunité. Et surtout, quand ce retard est rattrapable à travers de la ressource humaine. Pas à travers une industrie lourde, un transfert, ça veut dire compliqué de technologie. Et on a aussi des perspectives de open source, d'alternatives, même en termes de technologie. D'accord. Donc c'est pour ça que je pense que, avec toutes ces difficultés, il y a beaucoup de choses à faire, mais, encore une fois, il faut beaucoup de choses qui se font en termes de régulation, d'aide, de support au niveau État. Des programmes peut-être, de mise à niveau, des entreprises mais une stratégie. et tout. À la fin, c'est pour ça que je dis il faut une stratégie côté
État, puisque ça fait partie de la stratégie numérique du pays. Cette partie, ces intégrateurs, ces développeurs, ces intégrateurs ces éditeurs de logiciels, c'est la machine de production, surtout que si on veut minimiser la facture d'importation. C'est ce que disait Christophe Colomb, le vent ne suffit pas, il faut un bon capitaine aussi. Exactement. Donc, là, la ressource humaine, je reviens, ça, ici, puisque la ressource humaine, c'est le maillon ici qui est vraiment très, très critique. On revient à deux choses. La formation, mais surtout le maintien de la ressource humaine. Il suffit pas d'avoir un ingénieur très bien formé. Il faut savoir le maintenir. Pour le maintenir, il faut bien payer, sachant qu'on est en concurrence avec le marché international. C'est une ressource très rare au niveau international. Tout le marché international est demandeur de cette ressource. Si on n'arrive pas à maintenir nos ressources à travers des bons salaires, et en tant que privé, l'État, on sait que l'État, quel que soit l'État, ne peut pas très bien payer nos ingénieurs. J'en sais quelque chose. Si on développe des intégrateurs, des éditeurs de logiciels qui peuvent offrir des salaires et un environnement de travail, puisqu'il n'y a pas uniquement le salaire, il y a la formation, il y a l'évolution, il y a tout ce qui c'est un investissement à très long terme. On les paye bien, ils restent ici, et voilà. Il y a de la motivation, mais ça, pour pouvoir le faire, il faut du marché. Il faut un marché, voilà. Et qui va financer ça. Le marché, il y a les donneurs, il y a l'État, Sonatrach, toutes les entreprises publiques qui peuvent, si on met ça comme stratégie, donc on peut faire des initiatives, des projets, on va faire émerger des champions algériens dans le développement de logiciels comme ça se fait dans les pays voisins. C'est bien. Mais avec une stratégie. Une question, est-ce que les étudiants maintenant, les nouveaux salariés, comme les étudiants, quand ils viennent d'université, est-ce que il est directement nous, par exemple, productif avec les oui, est plus que satisfaisante. Ah, d'accord. Je dis plus que satisfaisante. Ça veut dire des fois on arrive avec des ingénieurs qui sont très productifs plus que des ingénieurs qui ont des langages. Je pense que c'est un cas pour les IA. Exactement. Non, il y a aussi d'autres écoles polytechniques, par exemple, notamment avec l'avènement des clubs étudiants. Les étudiants sont vraiment opérationnels juste après. C'est bien, ça c'est une bonne chose, ça c'est positif. L'aspect informatique, développement uniquement. Exactement. Il y a la complexité du métier. Il n'y a pas ça. Exactement. Par exemple, nous à Technosoft, on a pensé un petit peu à ça et on a créé nos propres générateurs d'applications. Donc que ce soit le client-serveur ou le web, nous avons nos générateurs d'applications qui facilitent un petit peu le développement. Donc quand on recrute un ingénieur, c'est beaucoup plus pour lui apprendre ce que c'est qu'une entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise ? Beaucoup plus en termes de gestion, etc., etc. Pour nous, l'informaticien qui sort de Babzouar ou là de l'ENI, enfin l'ESI, etc., pour nous, on n'a pas à lui apprendre un langage. Ou est-ce que c'est qu'une base de données ? Il doit connaître ça. Donc, pour aller plus vite, on a créé nos propres générateurs d'applications et au bout de 6 mois, c'est un investissement de 6 mois, pendant 6 mois, on le forme. Alors la formation, ça se passe comment ? Il va avec les anciens en tant que support pour apprendre directement sur le tas. On les envoie dans les entreprises, voir comment faire de la maintenance, etc. Voilà un petit peu. Donc on est obligé de s'adapter. Les compétences existent. Voilà. Elles existent, elles sont là, les compétences. Mais il y a encore un gros problème de stratégie en Algérie. Stratégie informatique. Mais qu'est-ce qu'on veut faire ? Pour moi, je pense que par rapport aux compétences, par rapport aux hard skills, on a des bons ingénieurs, des bons techniciens. D'accord. Par contre, sur les soft skills, nous avons un manque. Les soft skills, tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est travail en équipe, les consultants fonctionnels métiers, parce que ça s'acquiert avec le temps. On peut pas avoir, moi je dis un jour par rapport aux startups, on peut pas, une startup ne peut pas fournir un système d'information, un logiciel, parce qu'un logiciel c'est un composant de deux types de technologies. On a le pur IT, le développement, et on a le métier. La complexité du métier, la gestion, les process. C'est pour ça que par exemple, les process et tout. Est-ce que vous utilisez, par exemple, CMMI? Est-ce que vous utilisez tout ce qui est Prince? Oui, mais les différentes méthodes de gestion du développement software. On les utilise avec toute franchise, avec le bon client, avec le client qui peut les payer, c'est en quelque sorte. Parce qu'ils connaissent ça. C'est pas un ingénieur, en fait. C'est pas un ingénieur. Un ingénieur, il vient dans les premiers temps, non, ils connaissent pas ça. Même ils connaissent pas ça, c'est théoriquement. Mais quand on le met dans le bain devant un client, devant le réseau, c'est autre chose. C'est la réalité de terrain. Mais là, à l'intérieur, juste pour ce point. Même si l'ingénieur ne maîtrise pas
en interne, il faut un mécanisme de mise à niveau, de formation, Exactement. d'accompagnement qui va faire évoluer. Donc ce mécanisme-là, ça manque souvent chez nous, ça manque souvent. C'est ça qui manque. Mais même si ça manque pas, on est pour 6 mois, 1 année. Donc pour que l'ingénieur soit productif, minimum c'est 6 mois, 1 année. Mais Mais la problématique, elle est là, l'enjeu. Mais on a un gros problème aujourd'hui. On a géré le déficit en compétences. C'est pas parce qu'il y a pas, c'est parce qu'ils partent. Mais c'est une réalité. 1 année, 2 ans. Il est déjà bien techniquement. Avec nous, à Cosoft, on est dans le pur ERP. Donc, on fait beaucoup de logiciels, systèmes d'information. C'est notre code métier. Et on met en place ce système-là chez pas mal d'entreprises privées et publiques. Il va acquérir la partie métier et puis il part. C'est pas la moyenne, par exemple. Un jeune 2 ans, ingénieur, c'est 2 ans. 2 ans, c'est tu as un petit peu de la chance. C'est 2 ans. Après, s'il part pas à l'étranger, c'est un cycle naturel. Et c'est normal. Nous, CM Consulting, on le vit. Cette année 2021, on l'a vécu beaucoup. Parce que c'est le marché international. On travaille sur un produit international. Donc c'est un CV international. Concurrence internationale. En même temps, les gens partent pour un projet de vie. Et on peut pas les retenir. Donc, on peut pas les retenir, sauf que il faut que ce projet-là soit préparé. Parce que c'est pas du jour au lendemain, quelqu'un, il te dit, je pars. Maintenant, il y a une chose, c'est que, ma connaissance, dans les entreprises, à l'international et tout, on différencie entre le senior et le junior. C'est-à-dire, on a des compétences seniors, et ces compétences, on met le paquet pour qu'elles ne partent pas. C'est-à-dire en termes de salaire, mais pas seulement. Des fois, ils sont même actionnaires un petit peu. On leur donne quelques actions pour les maintenir. Maintenant, les juniors et tout ce qui est codeur, barcoula, qu'ils viennent, ils partent. Alors moi je vous donne une petite réponse. Ce modèle-là, dans un marché à la fois, si vous voulez, Nabil. Dans un marché dynamique, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi lui, il va avoir des actions avec vous? Mais il faut que ça tourne bien aussi. Si c'est les actions que vous allez lui donner, ça va lui donner quelques sous à la fin d'année, mais c'est pas la peine, ça va rien du tout. Donc, il nous faut un marché dynamique. C'est le moteur de croissance de ce secteur-là. Et pourquoi, alors, en fait, 2 minutes. Pourquoi on peut avoir ce marché-là. C'est mieux aujourd'hui, l'État. Alors, il faut que l'État active, si on peut dire, la commande publique dans ce secteur-là. On n'a pas de commande publique dans le IT. Allez voir les cahiers de charges, les appels d'offres qui sortent. Nous avons 1 appel d'offres, 2 appels d'offres par mois, par 2 mois, et c'est tout le monde qui connaît ça, et on se retrouve, nous-mêmes, à table, on se retrouve dans cet appel d'offres. C'est un petit gâteau. C'est parce qu'il n'y a pas assez de... En fait, le cycle de présence d'un ingénieur dans une boîte de services informatiques, c'est connu. Moi, j'ai travaillé en France, c'est 3 ans. 3 ans, un ingénieur, il vient, il passe. Si je regarde la mienne, j'ai dépassé 3 ans et je trouve que c'est pas mal par rapport à ce qu'on vit. 3 ans, 5 ans, 3 ans, je pense qu'il a donné. On a une catégorie de jeunes qui arrivent, ils sont ambitieux, ils veulent aller faire des formations. Ils prennent 3 ans. D'ailleurs, dans nos contrats, on l'exige, on leur dit, si vous partez avant 3 ans, partez dès maintenant. C'est pas la peine de... Exactement. Parce que déjà, le temps de découvrir le produit, le temps d'apprendre le métier, le temps de ceci, cela. C'est un investissement. Généralement, on leur dit 3 ans. Vous allez quand même connaître 2, 3 ou 4 projets, vous allez apprendre, après vous allez faire votre master, parce que généralement ils partent faire un master, ils finissent son master, déjà ils l'ont embauché, donc il y a une valeur ajoutée. La moyenne c'est entre 3 et 5 ans. C'est un long stage en fait. Oui, exactement, voilà. Mais vous, l'entreprise, elle va en bénéficier parce que si le marché il est dynamique aussi, parce que si le marché n'est pas dynamique, il reste là. Mais là, dynamiser le marché, si vous permettez, pour dynamiser le marché, il y a une chose qui est très importante aussi. Moi, si j'avais autorité, j'interdirais totalement l'importation de certains logiciels qui peuvent être faits ici en Algérie. Importer un logiciel de paye à plus de 70 millions de dinars, je suppose que c'est une aberration. Et quand on paye 50 000 € par an de maintenance et de support, je suppose que ce soit... que le protectionnisme que prend Medjid serait une solution? Que ce soit une technologie de pointe dont je n'acquiers pas des connaissances et ça, je suis tout à fait d'accord.
mais ramener des logiciels que n'importe quel ingénieur, sans certification, sans connaissance, etc., peut développer sur la base d'un cahier de charge, je suppose que là aussi, il y a beaucoup à faire. C'est ça le marché dynamique, en fin de compte. Ce dont parle monsieur. C'est ça le marché dynamique. À savoir, il y a certains logiciels de gestion, encore une fois, je précise bien, doivent être faits en Algérie. L'élimination ne se fait pas par l'interdiction, à mon avis. Ça C'est sera naturel. dans les cahiers C'est de par la charges. concurrence. Du darwinisme, Quand on voilà. fait Même des moi, conditions C'est la claires, concurrence aussi. à qualité égale, automatiquement, c'est le logiciel algérien. Après, qui nous va- avons, qui va réellement, prendre. nous avons un grand marché. Il y a un grand besoin. C'est où tout le monde peut travailler. Le problème, nous, c'est que je ne sais pas comment ce marché se rétrécit. Voilà. Comment on est arrivé à cette situation. Voilà. C'est sérieux. Nous avons 2 millions d'entreprises. Bon, je ne sais pas combien, 300 000 entreprises, SARL structurées. Le marché est grand. Le problème aujourd'hui, je pense que c'est un problème de besoin, réellement. Ou bien aussi, maturité de C'est clients. pour ça que j'ai parlé qu'il faut travailler sur les entreprises. Il faut que toutes les entreprises qui est dans le cadre en siège, en GEM, les entreprises familiales, Sur toutes les managers aussi, entreprises, surtout, c'est chefs d'entreprise. Et chaque catégorie il faut a son travailler produit. pour évoluer le niveau de management, le niveau d'exigence de cette entreprise qui va automatiquement amener ces entreprises en numérique. Et il y a vers une les produits statistique, numériques. statistique En même temps, ailleurs. Il reste 1 minute d'émission, messieurs. Statistique. En Alors, même temps que le numérique, il faut qu'elle soit un levier de compétitivité, parce que sinon ça sert à rien de faire le numérique pour le numérique. Bien L'entreprise, sûr. il faut que ça l'aide dans sa compétitivité. Si ça l'aide pas, ça sert à rien. à Messieurs, c'était passionnant. Franchement, je pense que Moi, je suis satisfait. on serait de capable mes de Zédou 2 heures. Exactement. Il fallait une deuxième émission. Il fallait une deuxième émission et en plein En tout cas, débat. l'invitation est lancée. Il faudra faire le tome 2 de cette Tome 2, émission voilà, qui était tome 2. vraiment passionnante et très animée. On n'a pas comme parlé je de l'aime. l'exportation de services parce que c'est un gisement important qu'on peut. On pourra pas le faire en 1 minute Ouais. d'émission qui nous reste. En tout cas, c'était un Mais- plaisir de vous. Avec prochaine plaisir. fois, Ça Inch'Allah. sera un thème Didier. Allez, Tout à Hatem, fait. tu boucles l'émission avec les mêmes intervenants et on fait le volume 2. Et on fera le volume 2 avec plaisir. Adieu, c'est vendu. Merci beaucoup à toi, ami auditeur, de nous avoir écoutés. Et quant à toi, que je tutoie, n'oublie pas, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à jeudi.